J'irai assez vite pour pouvoir laisser en fait un temps ensuite de questions pratico-pratiques. Vous verrez à la fin de mes slides, il y a aussi des questions. Donc je les aborderai assez rapidement et on fera ce temps d'interaction avec la salle. Je pense que c'est le mieux. Donc simplement, vous êtes tous, et c'est très important pour nous d'être avec les filières et de parler de ce sujet filière parce que les filières ont été le début, l'amorçage de notre politique maladie rare en France, qu'on nous envie dans beaucoup de pays, qui est vraiment, qui s'appuie sur un réseau solide de centres de référence parce qu'il y avait besoin en 2004 d'orienter, de savoir où étaient les experts et c'était extrêmement important. Ensuite, avec le deuxième plan maladie rare, on a eu la nécessité de la coordination. En 2014, les filières de santé maladie rare sont arrivées et je dirais que l'enjeu du troisième plan maladie rare, il est un enjeu sur les données de santé, il est un enjeu sur le partage et c'est cet ensemble qui va maintenant construire notre maison maladie rare. Et pour pouvoir mettre en place ces actions, et c'est pour ça qu'on a eu besoin d'un troisième plan maladie rare, on avait besoin encore d'avoir besoin d'actions, donc on a financé par mode de projet avec des actions financées par des appels à projets, chose qui était nouveau. On n'avait pas ça lors du deuxième plan maladie rare. Et donc, ça a inspiré, donné vraiment une dynamique. Et j'ai dit inspiré, mais effectivement, je crois que ça a aidé à ce qu'on travaille tous ensemble et qu'on ait justement des groupes de travail sur plein de thématiques différentes, comme les sans diagnostic, les impasses de diagnostic, l'éducation thérapeutique du patient, les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Et en fait, ceux qui ont fait la réussite de cette dynamique, ce sont les centres de référence avec les filières, parce que sans vous, on n'aurait pas de PNDS, on n'aurait pas d'éducation thérapeutique du patient. Donc, c'est vraiment pour cela qu'on va être bientôt dans l'évaluation du plan et je pense que ce sera très important. Donc on avait toute cette organisation dans l'organisation du plan, des soins, et puis aussi toute la structuration avec des nouveaux acteurs qu'on a financés dans le troisième plan maladie rare, qui sont les plateformes d'expertise maladie rare, qui sont en fait un acteur local, j'y reviendrai un tout petit peu plus loin, simplement qui sont vraiment là pour vous soutenir également au niveau de votre établissement ou en inter-établissement, mais vraiment avec l'idée de fédérer une dynamique avec des centres de référence entre vous. Là, c'est du multiprofessionnel, inter-CRMR sur un établissement. Et je crois que c'est important de connaître ces nouveaux acteurs. Les 9 dernières plateformes sont récentes. Elles datent seulement de la fin 2021, donc c'est normal pour certains que vous ne les connaissiez pas tous. Et je vous ferai une cartographie de là où il y a des plateformes et vous n'hésitez pas ensuite de revenir vers nous via la filière s'il y a besoin de précision. Et puis toute l'implication de la recherche, on voit bien que vous avez chez Brain Team des recherches qui sont sur des thérapies innovantes. On a de plus en plus besoin également de registres, on a besoin de données aussi qui sont représentatives de ce qui importe pour le patient, d'avoir des endpoints qui soient construits également sur des critères qui soient utiles, je dirais, mais utiles pour le patient et surtout qui soient vraiment des critères solides. Donc ça, je crois que c'est aussi important de se dire que la recherche est de plus en plus participative. Donc voilà un peu les raisons de notre troisième plan maladie rare. Simplement, ça, vous le connaissez, parce que vous êtes un acteur direct, mais on a vraiment un réseau extrêmement structuré en France et en Europe. Et puis, simplement, pour ne pas rentrer, évidemment, dans toutes les actions du plan, que vous ayez une petite aperçu, on a quand même 55 actions dans le troisième plan maladie rare, avec 11 axes. Les 2 tiers de ces axes sont pilotés à la DGOS et d'autres, certains, du côté de la recherche, puisqu'on a un plan interministériel grâce au MESRI qui a apporté, notamment avec l'action 3.2 et 5.4, des entrepôts de données maladies rares, des bases de données maladies rares, et également une action sur les impasses de diagnostic, mais du côté de la recherche. Donc je crois que c'est important de voir qu'on est aussi, nous aussi, en administration centrale, en interdac, on est avec le MESRI, avec Avisan. Christelle Thauvin est là et c'est notre porte-parole, enfin c'est votre porte-parole du côté
l'INSERM pour les préindications. Sachez qu'on a toutes les 2 semaines des réunions avec l'articulation PNMR3-PFMG. Donc c'est vraiment extrêmement important aussi d'être à ce niveau-là, articulé avec aussi d'autres plans de santé publique. Donc pour la perspective de la labellisation, il y a 3 points qui sont vraiment ressortis d'importance. C'est effectivement continuer à donner de la visibilité sur ce parcours de diagnostic. Je pense qu'on a un réel souci et on voit que les filières de santé maladies rares se sont vraiment emparées du sujet sur la partie, je dirais, médecine de ville jusqu'au centre de référence. En amont du centre de référence, il y a des délais parfois encore trop longs, mais parce que, je dirais, les spécialistes de ville ou les médecins traitants ne connaissent pas notre maillage maladies rares. Donc les choses bougent. Du côté de la formation initiale, les étudiants en médecine ont maintenant un module maladies rares qui est obligatoire, qui fait partie du cursus. Donc ça, c'est tout nouveau. Donc ça, c'est important. Mais on doit aussi pouvoir continuer via les filières, faire des vidéos, faire des liens. Il y a de plus en plus de liens qui se font entre filières et la médecine de ville en lien avec les centres de référence et sur les territoires. Donc il y a cette idée de l'amont, rendre les parcours de diagnostic plus lisibles, la proximité. Tout à l'heure, Christophe a parlé de l'importance des territoires d'outre-mer. On voit l'importance aussi pour des territoires qui sont isolés, que ce ne soit pas des pertes de chance. Donc comment on fait pour accompagner au mieux des zones qui sont extrêmement isolées et n'ont pas un centre de proximité facilement accessible. Et puis le 3e point, c'est vraiment comment continuer à impliquer de plus en plus le malade, les patients experts dans toutes nos actions afin de donner une cohérence à ce que l'on fait. Et on voit que l'éducation thérapeutique du patient, par exemple, participe à cette autonomie, mais qui est une autonomie pas à l'anglo-saxonne, qui est je vous laisse vous débrouiller tout seul, qui est une autonomie à la française, qui est aussi de données qui vise plus sur les capacités et qui vise plus sur ce point. Donc voilà l'importance. Et dans ces nouveaux acteurs dont je vous ai parlé, c'est donc les plateformes d'expertise maladies rares. Vous qui venez certainement de partout en France, vous avez donc des plateformes qui seront à côté de vous. Elles vont avoir un rôle important à jouer administratif, mais elles ne sont pas que sur le côté administratif, mais elles auront quand même un rôle à jouer pour vous lors de la relabellisation, pour la constitution des dossiers, pour pouvoir avoir tous les éléments également facilitants, puisque je reviendrai là-dessus, mais un CRMR coordonnateur, je dirais, tous les éléments doivent partir de son établissement ensuite quand on sera au moment du dépôt des dossiers. Donc ça, c'est important à voir. Et donc, il n'y a pas qu'un suivi administratif, c'est aussi l'articulation. Donc, on a dit avec la médecine de ville au niveau des territoires. Et puis, le 3e point, c'est également Bamara. On vous demande beaucoup. On a vraiment souhaité que ces plateformes d'expertise maladies rares, alors toutes ne le font pas parce qu'elles avaient une certaine latitude pour porter leur sujet, mais il y en a beaucoup quand même qui ont mis à disposition des architectes également pour aider pour le remplissage des données. Et puis là aussi, les filières de santé maladies rares ont été très actives, notamment pour les centres de compétences qui ne sont pas financés, pour essayer de trouver une solution pour pouvoir rentrer ces données. Parce que si le 3e plan s'appuie donc beaucoup sur les données, beaucoup sur la Banque nationale des données maladies rares. Si on veut être rigoureux, donc il fallait que la Banque nationale monte en qualité, ce qui a été le cas. Et on doit aussi pouvoir être le plus exhaustif possible. Donc évidemment, s'il n'y a que les centres de référence qui rentrent les données sans les centres de compétences, on n'a pas cette exhaustivité. Et sachant que, parce que je l'ai beaucoup entendu, ce n'est pas que de l'administratif pour pyramide et l'activité. L'idée, c'est vraiment de pouvoir savoir où sont les malades, avoir une granularité assez fine également, puisque trop peu souvent, on a trop peu d'informations sur nos maladies rares. Donc voilà cette cartographie que l'on a pour ces plateformes d'expertise maladies rares. Donc c'est évidemment mes slides, vous les aurez, donc il n'y a aucun souci pour les diffuser. Donc vous avez un peu ce maillage qui est important, dont 4 sur des territoires d'outre-mer, enfin des départements d'outre-mer. Donc ça, c'est important.
Et puis un dernier point, vous verrez dans l'appel à projet, on avait déjà un soutien qui est important des associations de patients. Il faut pouvoir construire vos projets également en lien avec les associations de patients. Elles sont depuis longtemps engagées à vos côtés et très souvent elles sont aussi là du côté de la recherche pour financer des projets quand c'est très risqué, quand c'est beaucoup sur du fondamental, quand on est très en amont. Et donc je pense que c'est important aussi de construire, enfin c'est essentiel de construire votre projet en lien avec la filière de santé maladie rare et en lien avec les associations de patients qui composent qui sont en lien avec vos centres de référence. Simplement pour que vous ayez une idée des financements, il faut savoir que les 80% de nos financements sont des financements pour les centres de référence. Ces financements ont été augmentés par 2 vagues lors du Ségur de la santé. Donc on a eu une valorisation, je dirais, de ce qui a été apporté sur la part fixe de vos financements de centres de référence. Donc c'est la première partie, 130,4 millions. On arrive à près de 160 millions d'euros par an. Donc c'est un soutien qui n'est pas négligeable, qui est important et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays en Europe. Donc c'est vraiment important pour nous et on sait que derrière, il y a un énorme travail qui parfois ne compense pas ce que vous recevez, compte tenu de votre engagement et de ce que vous faites. Il y a les filières de santé maladie rare et puis toute la partie qui a été dédiée avec le 3e plan maladie rare et le soutien avec le soutien par appel à projet. Ça, c'est une slide simplement pour que vous l'ayez à la dernière circulaire, donc fin décembre. On a financé encore une partie sur le module maladie rare dans le dossier patient informatisé. L'idée étant que vous ayez pas de double saisie à faire. Donc on sait qu'il y a encore des difficultés pour pouvoir... toutes les fiches ne sont pas complètement implantées et il y a des soucis sur les logiciels, mais on a bon espoir que ça aille dans le bon sens. Donc on a redonné un soutien et il reste quelques établissements qui abritent des centres de compétences, donc très isolés, qui n'ont pas encore cette fameuse fiche maladie rare, mais on fait tout pour qu'elle soit déployée. Donc voilà une autre manière pour nous de vous soutenir. Par rapport au calendrier des centres de référence maladies rares, voilà un peu le timing. Donc je dirais c'est le timing idéal. Ce qu'on essaye le plus possible, c'est de vous laisser du temps en amont de l'été et en aval de l'été, et que ce ne soit pas un appel à projet juillet et août. Ça me paraît très très important parce que vous avez besoin de construire ensemble. On a bien insisté sur le côté partenariat, sur le côté mode projet, sur le côté on engage tout le monde. Donc c'est important d'avoir ce point-là. Donc dans l'idéal, je dirais, nous, on fait tout pour que cet appel à projet sorte, je dirais, autour du 20 mai. On a ensuite donc cette publication. Vous avez tout à construire les dossiers, sachant qu'on a déjà donné beaucoup d'informations. Il y a peu de choses qui bougent par rapport à la dernière fois. Et on a vraiment, on a vraiment essayé d'insister le plus possible. Depuis juin dernier, on a fait un petit recensement. Moi, j'en suis à la 36e intervention, soit vers des centres de référence, soit vers des plateformes d'expertise maladie rare, soit des filières de santé maladie rare, soit vers une ARS. Donc c'est vraiment très important de vraiment de diffuser l'information. On a vraiment une méthodologie de construction et Christophe l'a rappelé avec le comité de suivi de labellisation. C'est un appel à projet qui est interministériel avec le ministère de la Recherche. Donc c'est important d'avoir aussi le ministère de la Recherche qui met sa plus-value dans cet appel à projet. On a également une proposition. Donc on pousse le plus possible, mais la période électorale n'est pas complètement propice, mais on essaye notre maximum. En fait, les centres de référence, centres de compétences et filières de santé maladie rare ne s'appuient pas sur des textes de loi en dur, je dirais. C'est quelque chose qui est un peu dommage, compte tenu du rôle important qu'on leur donne de plus en plus, notamment autour des traitements. Il y a le cadre de prescription du compassionnel, où on voit que les centres de référence ont un rôle important à jouer avec notamment la filière de santé maladie rare pour faire remonter des sujets vers la NSM. Donc on essaye, nous, de notre côté, de donner un cadre juridique plus solide par un décret décrivant le rôle, les missions des centres de référence et des filières de santé maladie rare.
mais ça ne nous empêchera pas de toutes les manières de faire notre appel à projet. On espère simplement que ce fameux décret pourra être sorti le plus vite possible. Ensuite, le dernier point, et on va essayer de faciliter la vie de tout le monde avec une plateforme en ligne pour déposer les dossiers. Je crois que la dernière fois, c'était un peu rock'n'roll avec des dossiers papier, des clés USB qui circulaient, etc. Une mise en ligne d'une foire aux questions et puis tout un document également d'accompagnement à la labellisation réalisé avec la BNDMR. BNDMR, et je pense que nous ne l'avons pas envoyé, donc il faut qu'on l'envoie. C'était mardi dernier, et voilà. Donc ça, vous allez le recevoir. Les modalités de chargement. Donc pour nos données de Barbara, c'est important. On a donné un laps de temps un peu plus large d'1 mois supplémentaire. On aura effectivement une reprise de ces données, sachant que, quoi qu'il arrive, on restera sur un seuil, je dirais, de 50% s'il s'avérait que les données n'étaient pas rentrées dans Pyramide. Mais on surveille étroitement, enfin, avec la BNDMR, on regarde étroitement les remontées. Il y a une énorme dynamique depuis le mois de janvier et il n'y restait plus que 8 centres qui n'avaient pas rentré de données. Donc c'est énorme et on s'aperçoit maintenant qu'on a 2/3 des centres qui ont plus de données dans Bambara que la file active qui était déclarée dans Pyramide l'année dernière. Donc ça aussi, c'est extrêmement positif pour toutes ces données qui sont rentrées. Donc on fait régulièrement de toutes les manières un point avec la BNDMR et je dirais on est souple, c'est-à-dire que c'est un cadre qui est important. On souhaite vraiment pouvoir atteindre cette exhaustivité, mais on est évidemment attentif à tout ce qui est cas particulier, tous les sujets par rapport au module maladie rare, la complexité qu'il y a eu pour son déploiement. Et certains établissements ne sont pas exemptés, mais très peu. Je dirais Cayenne, Poissy, je crois qu'il y en a 4 qui n'ont pas encore développé complètement le Bambara. Donc ça aussi, on est attentif à ce sujet-là. Et puis, tout ce qui va être rentré dans les modules maladies rares dans le DPI continueront à être comptabilisés, même s'il y a des soucis techniques. Il y aura une reprise de ces informations. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Ne vous inquiétez pas, on sera toujours attentif à tous les efforts que vous aurez pu mettre sur le terrain. Donc le rôle des centres de référence par rapport à notre appel à projet, simplement on reste dans les mêmes missions, le cadre est le même, on a des missions de recours, des missions de recherche, on a également l'expertise, des missions d'enseignement et de formation et des missions de coordination. Donc vous avez des éléments qui sont très 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 récents, parce que pas complètement encore validés par notre CSL, mais qui ont été une exigence du côté de la recherche, mais qui va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a une valence soins et recherche, et donc sur la partie publication, on a bien dit qu'il fallait aussi, c'est pas forcément la quantité, mais c'est la qualité des publications, et ce qui était aussi important, c'était que quand un expert d'un centre de référence, un coordonnateur ou son équipe, il y a une vraie plus-value. Et pourquoi est-ce que c'est un centre qui a cette visibilité de centre de référence? C'est aussi parce que, je dirais, dans les rangs d'auteurs, il y a aussi un rôle à jouer par rapport à ça. Mais en même temps, on est attentif à ce que sur des recherches internationales de thérapie génique ou pas, ou de thérapie innovante en tous les cas, où on a un centre qui fait partie du protocole, mais qui n'est pas PI. Le PI n'était pas en France, mais qui est vraiment impliqué là-dedans. C'est également des éléments qui sont très positifs pour un dossier parce que cela montre l'expertise de ce centre. Donc il faut aussi donner tous ces éléments et être le plus complet possible. Et puis toute l'implication dans les PNDS, à la fois comme ou rapporteur, relecteur ou le porteur du PNDS et son équipe, je dirais, les deux rôles sont importants. Les missions d'enseignement, enfin, donc vraiment, les missions, vous les connaissez.
Par rapport aux files actives, on n'a pas changé les seuils, mais je voudrais juste mettre un petit bémol, c'est qu'en fait, ces files actives ne sont pas forcément le côté le plus discriminant. C'est sans doute le côté recherche qui est le plus exigeant, je dirais, pour pouvoir devenir centre de référence. Après, certains centres peuvent justifier d'une expertise particulièrement pointue alors qu'ils sont à la limite de la file active. Et là aussi, on est quand même attentif à regarder les dossiers. Il y aura ce trio d'experts qui évolueront les dossiers. C'est aussi important de pouvoir être attentif à ça. Donc seuls les centres qui font de la clinique, je dirais, qui voient du malade, peuvent concourir, peuvent rendre un dossier, ce qui implique que les laboratoires de biologie ou l'imagerie médicale, etc., ne peut pas être porteur d'un projet. C'est vraiment le clinicien qui voit le malade, les patients, les parents, qui doit être porteur du projet. Après, dans son équipe, évidemment, il peut avoir un centre avec un spécialiste en imagerie médicale qui est dans cette équipe, qui justifie aussi de fil actif, de publication, etc. Mais ce qui est rapporté à chaque fois par le CSL, c'est l'importance de cette clinique. Donc, je ne voudrais pas faire de déçu, cette consigne elle est importante. Ensuite, les critères, en fait, il y a des critères d'âge que là sont plus à la main, je dirais, des établissements. Ce que l'on souhaite, c'est qu'il puisse y avoir aussi des renouvellements dans le sens où quand on arrive à la limite d'âge, l'idée c'est aussi de pouvoir transmettre. Donc parfois, il peut y avoir un tuilage, donc ce sera accepté. Ce qui sera important, c'est de pouvoir le dire, en fait, au moment du dépôt du dossier et déjà proposer, je dirais, celui qui serait le candidat successeur pour à 2 ou 3 ans, mais de pouvoir déjà anticiper les choses nous paraît important. C'est-à-dire que s'engager pour un centre de référence, normalement, ou un centre de compétences, c'est 5 ans. Donc la règle, c'est plutôt vous vous engagez pour 5 ans, mais on peut comprendre qu'il peut y avoir des exceptions, mais il faut que ça reste du domaine des exceptions, je dirais. Donc par rapport aux changements et les remontées de questions qu'on avait eues, donc pas de gros changements, ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il ne peut pas y avoir de centre multisite dans le sens où évidemment, il y a un centre de référence coordonnateur et des centres constitutifs, donc avec plusieurs sites, mais ce n'est pas ça que je veux dire. C'est que parfois, il peut y avoir la tentation d'avoir un centre de référence en disant je vais prendre la file active de mon voisin également, qui est dans un autre établissement, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, etc. Et qu'ensemble, on arrive à ce niveau de file active. Et en fait, ça, ce n'est pas possible pour aussi des raisons de partage de données, etc. Et puis d'une certaine manière, pour des raisons d'équité. C'est-à-dire que soit on a la file active et l'expertise parce qu'on voit du malade, mais partir avec, finalement, on n'en voit que la moitié, que 50% de la file active, l'expertise repose sur la moitié de cette file active et on n'y arrive que parce qu'on prend la file active du voisin, c'est pas très... Voilà. Donc c'est des choses qui étaient également là lors de la dernière labellisation et qu'on continue à porter et vraiment à promouvoir. Donc c'est vraiment important. Ensuite, la question aussi des territoires. On a dit que c'était important et que c'était effectivement, il peut y avoir un soutien vers de l'outre-mer ou des territoires isolés et ça peut, je dirais, peut-être renforcer aussi un dossier parce que c'est aussi prendre soin de ceux qui sont peut-être moins bien lotis et de voir comment on peut organiser avec des téléconsultations. Enfin, maintenant, on a malheureusement, avec la crise Covid, beaucoup développé ce volet-là et je pense que c'est aussi important de pouvoir le signaler dans votre mode projet, dans le projet de la coordination du centre de référence. Donc, pour expliquer simplement l'interdiction des multisites, enfin des deux sites, c'est aussi une question par rapport à le RGPD par rapport à la collecte de données, c'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer des données d'un autre établissement. Le consentement a été donné par rapport à là où le patient est suivi. Ensuite, pour le partage des données avec la BNDMR, là, ce sont des données de recherche, c'est un consentement spécifique. Donc, il y a toute une question de responsable de traitement.
en dehors de la question d'équité que je vous ai évoquée. Sur des questions, je dirais, par rapport au statut, donc effectivement, c'est vraiment des statuts, on ne souhaite pas qu'il y ait des statuts de contractuels, c'est vraiment l'établissement à s'engager pour vraiment mettre dans le dur le statut du porteur du centre de référence. Il peut peut-être y avoir aussi des exceptions dans le sens, si l'établissement s'engage l'année qui suit, de pouvoir justement donner ce statut de non contractuel, enfin de pérenne, je dirais, pour le PH. On pourra effectivement voir, et ça c'est quelque chose qu'on a déjà eu comme cas de figure lors du comité de suivi de labellisation, donc ça c'est important. Et puis il est aussi important de ne pas descendre en dessous du seuil de file active pour un centre de compétences en dessous de 25 patients. Par contre, c'est important aussi de pouvoir, dans ces cas-là, peut-être se regrouper à plusieurs maladies qui sont dans le même champ. Les cancers rares et les maladies infectieuses ne font pas partie de cet appel à projet. Ensuite, on a les derniers points sur, simplement pour que vous sachiez, dans le remplissage et par rapport à vos données d'activité, quand vous avez des hospitalisations, en dehors des hospitalisations de jour, mais des hospitalisations avec un patient, et vous n'avez pas forcément de lit d'hospitalisation, mais ils sont chez votre collègue, mais si vous allez consulter, enfin voir et qu'il y a une trace dans le dossier de suivi de votre patient, ça compte effectivement comme une activité. Alors s'il y a 40 jours, s'il est hospitalisé 40 jours, c'est pas 40 activités, c'est un codage, quel que soit le nombre de jours d'hospitalisation. Ça, on rentre dans le détail. Possibilité de saisir les données de patients jusqu'au 30 avril. Ensuite, sur les points, donc le dernier point, on l'a déjà vu. Par rapport au centre de référence enfants-adultes, on se pose la question parce que c'est déjà le cas pour la muco. On a vraiment, la règle c'est d'avoir un centre de référence sur un établissement. Il ne peut pas y avoir deux centres de référence sur la même maladie, sur le même établissement. Alors à Paris, il y a des regroupements avec des GHU. Donc on parle vraiment d'un établissement géographique. Donc il peut y avoir un centre adulte à Cochin et un centre pédiatrique à Paris, à Necker, pardon. Ça c'est tout à fait possible. Mais sur un établissement comme on a à Marseille ou à Lille, où on a les spécialités sur le même établissement, il y a un CRMR. Et ça, ça a été des échanges avec notre comité de suivi de labellisation. En revanche, c'est vrai qu'il y a, c'est pas le même malade, c'est la même maladie, mais c'est le malade enfant et après c'est un autre malade adulte. Donc on réfléchit quand même à pouvoir accompagner ce surplus de travail. Il y a deux équipes en fait, et dans la muco, ils ont effectivement un petit coefficient multiplicateur en financement pour le centre. Et ça, on doit faire des modélisations pour pouvoir un peu aider le mieux possible ces centres. Donc voilà un des points. Et ensuite, pas de site BICIT, on était déjà venu là-dessus. Et si une proposition pour un centre de référence n'était pas retenue, il faut bien sûr que les règles de la file active, etc., soient bien respectées, mais il serait considéré dans ces cas-là comme un centre de compétences maladies rares. On voit bien toute l'implication. Ce n'est pas obligatoire le TP, ce n'est pas obligatoire le PNDS, mais ça fait partie d'un dossier qui tient plus la route, effectivement, quand le porteur est déjà impliqué là-dedans. Et puis, un dernier point, on demande quand même une implication de la filière de santé maladies rares, dans le sens où elle a aussi il y a vraiment une coordination, votre centre de référence, le centre de compétences, il y a un sujet qui se travaille là, mais il y a aussi un sujet après qui est en lien avec la filière de santé maladies rares, et donc il y aura un courrier de la filière qui est motivé, mais nous, ça nous paraît important, et motivé, c'est pas forcément en négatif, au contraire, ça peut être positif, des sujets qui pourraient être un peu borderline, au contraire, la filière, si elle dit cette expertise, j'en ai besoin parce que finalement, c'est quelque chose qui manque, ça ne peut que renforcer le dossier,
dossier, d'avoir cet avis de la filière. Donc voilà vraiment ce qui est important pour nous. Et donc cette dynamique, on est dans la suite du PNMR 3, je dirais, et on est en ce moment dans une transition entre PNMR 3 et PNMR 4. C'est tout ce qui est, je dirais, un peu les enjeux du développement durable aussi derrière, toute l'évaluation et l'idée de laisser personne de côté, donc avec à chaque fois l'idée de reprendre nos critères d'autonomie pour pouvoir porter le plus justement possible cette labellisation. Voilà. Oui, merci beaucoup Anne-Sophie. Moi, je vais dire un petit mot en tant que filière. D'abord pour rappeler que je suis disponible pour chacun des coordonnateurs de centres de référence. L'interlocuteur premier, c'est le coordonnateur du centre coordonnateur. Normalement, la filière intervient après. Donc, votre premier interlocuteur, ça doit être pour la maladie de Huntington, Anne-Catherine, pour la neurogénétique, Alexandra, etc. Mais voilà, si vous avez besoin de conseils, puisque vous savez que je suis impliqué dans le CSL, voilà, je suis à la disponibilité de tout le monde. J'aurai, moi, la même, je dirais, politique au nom de la filière que la dernière fois, c'est-à-dire que je ne remonterai pas les dossiers qui ne répondent pas aux critères. Je l'ai assumé la dernière fois. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu des inimitiés majeures. Ça me semble aussi quelque chose de correct par rapport aux experts derrière qui font le travail. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, tous les centres qui répondent aux critères de la circulaire doivent remonter un dossier. C'est en tout cas la politique que je propose moi au niveau de la filière. On n'a pas de raison de s'auto-censurer au départ. On commence à réfléchir au PNMR 4. Je pense que de dire qu'il y avait, même si pour des raisons du jury, tous ces centres ne sont pas labellisés, mais pouvoir dire on avait 600, 650 centres qui avaient tous les critères est une information importante à remonter. Et puis personne aujourd'hui ne peut préjuger de la position qu'aura le jury. Je vous rappelle toutefois que l'enveloppe est fermée et donc la contrainte, elle sera là, c'est-à-dire que s'il y avait une multiplication trop importante du nombre de centres, il y a un moment où le modèle s'effondrerait puisque les financements diminueraient d'autant. Donc voilà un petit peu le cadre général. Sophie et Bénédicte qui sont là sont à votre disposition pour vous soutenir dans toute la démarche administrative de constitution des dossiers. Et moi, je le serai pour des échanges, on va dire, plus stratégiques, si vous le souhaitez. Je vais juste dire un petit mot sous ton contrôle, Anne-Sophie, parce que tu ne l'as pas précisé, mais dans les toutes dernières discussions, pour les centres de compétences qui seraient éventuellement en difficulté pour ne pas avoir implémenté dans la BNDMR les 25 patients. La dernière proposition était de dire que pour 25 patients, c'est peut-être un peu bête d'aller courir après 2021 et de se dire pour cela, commencez plutôt à implémenter votre fil actif 2022. Et si jamais on voit que sur 6 mois, vous en avez mis 20, la dynamique sera prise en compte. Hein, tu le confirmes. C'est exactement ce qu'on avait dit et ce qu'on a dit au temps des filières mardi dernier. Oui, c'est vraiment la dynamique qui nous intéresse, vraiment, plutôt que de regarder strictement le seuil. Et on a donné un peu plus de temps également, parce que comme eux, ce n'est pas lié à Pyramide, on a l'idée d'avoir vraiment 6 mois jusqu'à fin juillet pour pouvoir avoir ce recensement, alors que ce n'est pas du tout le côté qui est plus stringent dans le sens où pour les CRMR, on est jusqu'à fin avril pour 2021. Mais rien n'empêche après de rentrer 2022. Voilà, on a le temps pour quelques questions. Merci pour votre présentation. Je suis désolée, on a fait la réunion de la plateforme Grand Paris-Est hier sur la labellisation, donc j'aurais pu vous envoyer quelques questions. Ouais. Donc j'en ai une qui m'a laissé un peu pantoise parce que ça ne correspond pas du tout à ce que Christophe m'avait dit. Donc là, c'était M. Galacteros, donc Drepano, qui me signalait qu'on ne pouvait pas avoir dans le même hôpital 2 centres labellisés par la même filière. Si. Donc il ne faut pas que ce soit les mêmes malades. Il faut que ce soit 2 CRMR, Huntington et un autre. Du diagnostic et Huntington, c'est vraiment la prise en charge 30 ans. Ça oui, n'a rien bien à sûr. voir. Bien sûr, aucun problème. On peut avoir les deux. Non. Parce que la Drepano, ils disent que non. Donc, non, je vais appeler Frédéric et le rassurer. Non. Non. Et le deuxième, c'était
je vous ai déjà, on en a déjà parlé à ce sujet, c'est le problème des conjoints, des enfants qui ne sont pas pris en compte là, par la BDNR. Or, c'est pour une maladie comme Huntington, où on connaît la violence, la cognition, quoi. Alors, c'est vrai pour d'autres, mais dans cette maladie-là, le soutien familial est absolument critique pour pouvoir mener un suivi correct pour un patient. On ne peut pas valoriser ce travail. Donc, j'ai découvert qu'il y avait des centres, justement, à l'occasion de la plateforme, qui mettaient malades pour les conjoints, ce qui est un peu gênant quand même, pour la validité des données. Et ce n'est pas qu'à Mondor, hein, c'est partout en France. Et est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un code pour nos conjoints, parce que ça n'a pas de sens, ils sont suivis toutes les semaines pour certains d'entre eux par les psychologues. Nous, on les voit en consultation en tant qu'eux-mêmes, mais dans le cadre d'une maladie qui est une Huntington, par exemple. Ouais. Et est-ce qu'on ne peut pas mettre en cours? Alors, c'est pas moi qui vais pouvoir vous donner la réponse là aujourd'hui. On en avait déjà parlé. Oui, je pense qu'avec un argumentaire et quelques lignes, on a, avec la BNDMR, on a un comité scientifique. Je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on voit avec le comité scientifique de la BNDMR. Et derrière, en fait, c'est aussi un sujet qui nous dépasse, je pense, beaucoup plus, parce que ça va être tout ce qui est DSS, c'est-à-dire que c'est aussi par rapport aux consultations, par rapport au temps que ça vous prend, comment c'est aussi pris en charge par l'assurance maladie, alors qu'ils ne sont pas malades, mais ce sont des conjoints. Donc il y a aussi, moi, cette question-là, je ne la connais pas. Je ne sais pas du tout comment c'est coté, remboursé. Voilà. Donc je pense que le sujet, il est d'importance, mais il est assez large et il faut un argumentaire un peu béton pour que moi je puisse vraiment m'en emparer et le transmettre vers les administrations qui vont bien. Ça. Alors, enfin, la BNDMR, mais aussi je pense que la sécurité sociale. Je suis maintenant en copil maladie rare de la PHP. Est-ce que vous voudriez que le copil maladie rare vous fasse remonter ça pour la PHP? Est-ce que ça très vous bien, adresse? très bien. Ce serait une bonne, oui, bien sûr. ça a du poids pour que moi après, évidemment. On va gérer ça pour que vous l'ayez en avril. Mais moi je trouve que c'est important, le sujet est d'importance. Donc comment après, je ne sais pas du tout sur quoi ça peut déboucher, mais si on s'empare pas concrètement avec des éléments tangibles mais écrits et que on peut avancer, voilà. Et le dernier élément, je ne mobilise plus à la parole, il y a aussi le suivi par les psychologues, les assistantes sociales, qui n'est pas pris en compte comme consultation, c'est pas encore décidé, ça c'était aussi remonté aux copies de la maladie rare de la PHP, et on comptait revenir vers vous pour savoir comment ça se fait. C'est pas propre aux maladies rares. Voilà. Pour le coup. Et psychologue à l'hôpital, c'est pareil. C'est un peu c'est le principe de tout ce qui est paramédical, mais effectivement, il n'y a pas de cotation. Oui, Odile. Une façon de résoudre le problème qu'on a en conseil génétique, c'est aussi d'attacher la consultation qu'on a aux malades, en fait, c'est-à-dire au cas index. Oui. C'est-à-dire que chaque fois que tu vois quelqu'un de la famille, tu mets une consultation, enfin c'est ce qu'on fait, on met une consultation correspondant au malade qui est cas index, puisqu'on les voit à l'hôpital que par l'activité du malade. Quoi. Ouais. Et après, bien sûr, dans le conseil génétique, quand on les dépiste comme malades, après à ce moment-là, ils deviennent cas index. Ouais. La deuxième question que j'avais, c'est je ne comprends pas votre politique pour les multisites. On a un grand mastodonte, pour ne pas dire un mammouth, qui s'appelle la PHP, dans lequel nous avons effectivement la capacité à pouvoir associer des sites, même qui ne sont pas au même endroit, enfants, adultes, etc., pour pouvoir créer une structure. Si vous voulez faire quelque chose qui ait un sens sur le plan territoire, vous pouvez tout à fait imaginer que dans une région, vous ayez une expertise adulte, une expertise enfant qui ne sont pas obligatoirement au même endroit, une partie recherche qui se fait dans une structure et pas obligatoirement dans l'autre. Je trouve que c'est bizarre et dire comme argument, excusez-moi, que c'est l'informatique, non. L'informatique, il suffit que la BNDMR, on lui dise que ces deux endroits appartiennent au centre de référence machin. Non, parce que tu as, Odile, la question de là où la donnée est recueillie. Il y a la question du DPO, et le DPO, il est par rapport à l'établissement. Oui, mais il suffit simplement que les données soient fusionnées par la BNDMR. C'est d'une grande simplicité. Ils n'en ont pas forcément l'autorisation par rapport aux responsabilités de la donnée collectée sur site, dans le cadre du soin. Et je ne parle pas des données de recherche. Au niveau d'une région, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas, alors qu'on le fait entre APHP6 et HPHP7. Oui, mais c'est malheureusement... Enfin bon.
Donc ça, enfin, je trouve que c'est très dommage pour le territoire. Mais tu sais, Odile, quand on regarde après sur le territoire, j'aimerais bien savoir après sur quel cas, parce que à Marseille, à Lyon, ils sont à Lille, ils sont sur le même site, à Nice aussi. Enfin, je pense qu'il y a pas beaucoup d'exemples où tu as des multisites vraiment qui tiennent la route et qui existent. Il y a peut-être Caen et Rouen, qui est un sujet qui nous a été remonté. Après, tu peux très bien faire des consultations avancées. En revanche, ça c'est autre chose, j'en ai pas parlé, c'est important. Tu peux très bien avoir un centre, par exemple de Caen, qui va faire une fois par mois des consultations avancées à Caen, de manière à Rouen, de façon à ce que éviter les patients d'aller jusqu'à Rouen s'ils sont de la région de Caen. Et toutes les activités qui ont été faites sur la consultation à Caen du médecin de Rouen rentrent dans sa file active. Donc ça, c'est même s'il a fait une consultation avancée sur un autre site, ça va rentrer dans sa file active de Rouen. Donc c'est pour pouvoir qu'il ait une rétribution et une part variable conséquente par rapport à ce surplus d'activité. Donc ça, c'est possible en revanche, de collecter la file active dans ce sens-là.